Nous sommes le mardi 31 mars. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver, oui, en ce mardi, après une longue traversée du désert. J'exagère un peu quand même. Non, oui, vous l'entendez encore dans la voix. Un bon virus qui a frappé bien fort. Moi qui me vantais de ne pas avoir été malade de l'hiver. Voilà que j'ai été rattrapé en ce début de printemps. Alors, merci à Marie-Michel, d'ailleurs, qui a pris le relais, qui a permis de me reposer un peu. Alors, c'est encore un peu là dans la voix, mais l'état global est très bon, là, je vous rassure. Tout va bien. On va se parler aujourd'hui à l'émission, entre autres, oui, bien sûr, de Céline Dion et de ce retour annoncé en grande pompe hier. On va aussi revenir avec Jean-Philippe Robillard ensemble sur ce procès de Gilbert Rozon, pour ce procès au civil. Il va y avoir donc des décisions qui seront rendues plus tard aujourd'hui. Jean-Philippe Robillard va nous rappeler un peu l'histoire depuis le début, donc dans ce procès, cette affaire au civil. Donc, on va parler de ça plus tard à l'émission. Déjà en studio avec moi, Julie-Jasmine Boudreau est là. Bonjour, Julie-Jasmine. Bonjour, Mathieu. On va se reparler et très tôt dans l'émission, on va faire le tour donc, de cette nouvelle au sujet de Céline Dion. Pas mal de choses à dire, pas mal de réactions aussi. Oui. Et puis, on va parler météo tout de suite avec Véronique Mérand. Tiens, bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Pas mal de réactions là aussi, je trouve. Hier, c'était une belle journée. Là, j'ai pris une marche. Oui. Ça fait du bien, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être un peu moins beau. Ouais. Un petit peu moins intéressant. Un petit peu moins intéressant. Moins doux froid. aussi. Les vents du nord-est ont pris le relais au cours de la nuit. 3 degrés au centre-ville de Montréal, mais notre grand problème aujourd'hui, c'est que les températures vont osciller entre 0 et moins 1. Donc, vraiment des conditions de mélange de précipitations à surveiller. On a toujours ce système qui est en train de faire son entrée. On a de la neige présentement dans les Laurentides, même assez soutenue par endroits, mêlée avec un peu de grésil au cours de la matinée. Les secteurs plus au sud, Montréal, la Montérégie, l'Estrie, essentiellement de la pluie, risque de précipitations verglaçantes, je dirais quand même assez faible ce matin, mais ce système-là agira en 2 impulsions. Alors, première ce matin, ensuite une bonne partie de la journée sous les nuages et par la suite ce soir, quand même assez tard, ça va reprendre et même scénario. Donc, la neige un peu plus au nord, les précipitations mélangées le long de la vallée du Saint-Laurent à surveiller entre la Mauricie, Québec, surtout pour les précipitations verglaçantes. L'Estrie devrait éviter complètement. Montréal, on est vraiment sur la limite de la transition. Donc, possibilité encore au cours de la soirée de la nuit prochaine. Les secteurs plus au nord, je pense aux gens du Saguenay, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de l'Abitibi, c'est de la neige. Bon, 5 à 10, peut-être 10, 15 localement là, vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Alors, ça fera tous les temps au cours de la journée d'aujourd'hui. On le sent déjà avec les vents du nord-est. La nuit prochaine, les températures seront près de 0. Aujourd'hui, 3 pour Montréal, 5 pour Sherbrooke, près de 0, 2 degrés, Laurentides, Lanaudière, secteur de Québec et l'Outaouais. Demain, le mercure oscillera entre 4 et 7 degrés. Ce sera encore assez nuageux. Il y aura quelques éclaircies au travers de ça. Pour ce qui est de l'Abitibi, on l'a dit, c'est sous la neige. Ça commencera la neige ce soir au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. Même chose vers le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie, la Côte-Nord aussi plus tard ce soir. Donc 5 à 10 jusqu'à 15 localement. Les températures sont légèrement sous 0 aujourd'hui. Neige et précipitations sous forme de grésil sur le centre et nord de l'Ontario. Averses et risques d'orage, Toronto, Windsor, Ottawa, c'est de la pluie aussi avec un risque de précipitations verglaçantes, surtout ce soir. Et dans l'ouest, c'est plus calme. La neige cesse du côté de Regina. On aura été chercher quand même une bonne dizaine de centimètres. Et c'est variable dans l'ensemble. Les températures sont près ou légèrement sous 0. Donc, un bon système aujourd'hui, puis un autre à surveiller pour jeudi. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. On va parler de sport avec Olivier Pellerin. Salut, Olivier. Bonjour. On va parler, ça va pas très bien pour les Maple Leafs de Toronto si vous suivez un peu le hockey. Ouais. Le directeur général, d'ailleurs, a été congédié. Oui, ça, c'est pas une surprise de dire que la saison est difficile. Je pense qu'on n'appuie pas suffisamment sur les difficultés qu'ont connues, justement, les Maple Leafs cette saison. Je vous rappelle qu'ils sont privés d'Austin Matthews pour le reste de la saison, blessé. Et côté résultat, effectivement, ça a été une saison de misère où à peu près tous les grands éléments n'ont pas semblé se mettre en marche pour être capable de permettre à cette équipe d'aspirer à une place en séries éliminatoires. Ils sont effectivement 14e dans l'Est, loin du tableau des séries. Et je pense que c'était une décision normale, même attendue peut-être, que ce congédiement qui est arrivé tard hier soir, donc Brad Treliving, le directeur général de l'équipe, qui a été remercié par les Maple Leafs de Toronto. Nouvelle qui est venue alors
alors que les Maple Leafs de Toronto étaient sur la patinoire hier, ils affrontaient les Ducks d'Anaheim. Je vous invite déjà à écouter la réaction de John Tavares qui a été questionné sur ce congédiement après la rencontre d'hier. Brad brought us all in here, tremendous belief in us, and we just didn't deliver. And, it falls on us, and starting with myself, and just not playing consistent enough, and what we need to do to be a better hockey team. So. Donc, Brad nous a amenés tous ensemble ici. Nous n'avons tout simplement pas livré la marchandise. En somme, c'est de cette manière qu'on pourrait résumer les insuccès de l'équipe cette saison. Je le disais, l'équipe est en action hier contre les Ducks d'Anaheim. Match qu'ils ont remporté en prolongation. Un match très émotif. Souvenez-vous, c'est Radko Gudas qui avait blessé Austin Matthews. Donc, les Maple Leafs de Toronto retrouvaient les Ducks depuis cette blessure et donc victoire en prolongation. Reste à voir maintenant quel sera le processus d'embauche. Il y aura rencontre aujourd'hui avec les médias. C'est Keith Pelly qui est à la tête de MLSE, donc le groupe qui est propriétaire des Maple Leafs de Toronto, qui rencontrera la presse et qui parlera du processus qui sera mis en place pour trouver un successeur à Brad Treliving. C'est à 14h aujourd'hui, donc il y aura des questions à poser aussi sur l'avenir de l'équipe et peut-être de certains éléments. Peut-être prendrons-nous des décisions en fonction des joueurs qui reviendront ou pas avec l'équipe pour tenter de les aider dans un futur assez rapproché. Ça va mal à Toronto, mais ça va bien à Montréal. Oui. Et en partie grâce au bon travail de Jakub Dobeš. Parce qu'il a été nommé première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Sans surprise, lui qui a connu vraiment de très bons moments avec le Canadien de Montréal, qui s'impose de plus en plus devant le filet. D'ailleurs, le Canadien de Montréal qui sera en action ce soir contre le Lightning de Tampa Bay, match à 19h. Donc, le Canadien qui est en train d'ajouter une 6e victoire consécutive à sa fiche. Le Canadien qui est en bonne position pour une participation aux séries éliminatoires. Et là, avec les victoires tranquillement et la fin qui approche, on se rapproche même d'une confirmation d'une place en séries éliminatoires. Donc, match à surveiller à 19h ce soir. Plusieurs autres adversaires sont en action aussi ce soir, des adversaires directs du Canadien. Donc, ce sera surveillé. Je terminerai en vous disant aussi qu'on surveillera les barrages de la Coupe du monde de soccer. Les dernières équipes à se qualifier le feront aujourd'hui dans des matchs de barrage. On surveillera entre autres l'Italie qui joue sa qualification pour la Coupe du monde. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Alors, cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris à partir de cet automne au mois de septembre. Je suis tellement... On voulait en parler tout de suite avec Julie-Jasmine Boudreau de cette nouvelle. Donc, Céline Dion, c'est annoncé, c'est confirmé après toutes ces rumeurs, cette espèce de dégrenage au goutte à goutte. Là. Ouais. Et là, ça y est, c'est annoncé, elle sera à Paris. Et le moins qu'on puisse dire, c'est une éclipse médiatique culturelle, Mathieu. C'est partout, avec toutes sortes. C'est décortiqué, évidemment, cette annonce-là. Alors, elle n'était pas en présentiel à la Tour Eiffel, ce que plusieurs personne avait espéré. Oui, il y avait quelques centaines de personnes, semble-t-il, qui s'étaient déplacées hier. Exact. Mais il y avait cette écriture qui disait « Je suis prête ». Alors, Céline Dion est prête. Puis, elle avait aussi cette vidéo, donc, ça sur France 2 ou sur ses réseaux, en anglais, en français. Ça dure 2 minutes. Et on la voyait radieuse et le cœur léger. Je pense que c'est ce qui était assez marquant hier. Elle dit « Je me sens bien, je me sens forte, je me sens super excitée. Un peu nerveuse quand même, mais je reprends le collier. » Donc, ça se confirme, c'est-à-dire des spectacles à partir de septembre. Paris, la Défense, cette aréna de 40 000 places. Les mercredis et les samedis, c'est pas pour rien qu'on a choisi ça, c'est que si jamais elle ne se sent pas bien, elle va pouvoir décaler le lendemain. Puis, elle a dit aussi, elle a été rassurante sur son état de santé. Elle dit, je vais vraiment bien. Ma santé va bien, je chante, je danse. Mais la grande question, c'est pourquoi Paris? Parce que là, il y a plusieurs gens d'ici qui sont un tantinet déçus, disons-le. Elle a eu des offres de partout à travers le monde. Mais on a choisi vraiment, on parlait de Paris, la Défense, pour la capacité, mais le fait que ce soit un stade aussi qui est couvert. Alors ça fait une différence. Ça limite les variations de température. Puis comme on connaît son état de santé aussi, c'est plus sécurisant. Et elle a ce lien fort avec la France, avec Paris. Souvenez-vous bien sûr des Jeux olympiques, l'album 2. Donc avoir choisi Paris, c'est pour s'y déposer. Puis d'ailleurs, ce qu'on disait par rapport à Montréal, que peut-être les gens étaient un petit peu déçus. Hier, à BFM TV, on disait il y aurait peut-être ce moment possible en décembre prochain à Montréal au Centre Bell. C'est ce qui est ressorti dans certaines entrevues. Et les billets, maintenant, il y a ce volet pré-vente. Vous devez vous inscrire. Vous êtes admissible à un tirage au sort jusqu'au 7 avril. Sur son site Internet qu'on s'inscrit. C'est ça, exactement. C'est un site qui est vraiment dédié. Sinon, la vente générale, c'est le 10 avril. Mettez votre cadran à 4 heures le matin ici parce que c'est là que ça va partir ou un peu d'avance parce qu'évidemment, on connaît le principe des salles d'attente. Mais tout ça pour dire que là, on a des billets qui vont probablement
paiement commencer à 140 $ canadiens en s'en allant vers 450 $ canadiens. Ce sera surveillé, bien sûr, puis c'est 6 billets limite par date. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y aura de la nouvelle musique de Céline Dion. C'est Le Parisien qui annonce le 17 avril prochain probablement un nouvel extrait avec Jean-Jacques Goldman qui sera annonciateur d'un 28e album studio. Alors voilà, ça, ce sont que de bonnes nouvelles, puis ça faisait du bien de la voir si radieuse. Oui, elle paraissait en très bonne santé, Céline Dion. Mais merci pour ce compte-rendu, puis on se retrouve pour un autre petit bloc culturel à la fin de l'émission. Non, jamais vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent. Là-dessus, on va se tourner vers les unes des différents quotidiens. Je commence par la presse de ce matin qui revient et plusieurs écrans de la presse plus sur votre tablette sont consacrés justement au retour de Céline Dion. Sinon, ce qui retient l'attention, c'est la vétusté des infrastructures d'eau. C'est épeurant pour le Québec. C'est une citation en une. Le vieillissement et la hausse des coûts d'entretien et de remplacement des infrastructures d'eau du Québec sont si importantes que des logements ne peuvent pas sortir de terre. C'est un dossier donc de Charles Lecavalier. Essentiellement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu un sous-financement chronique, une détérioration des infrastructures d'eau. Et il y a un goulot d'étranglement et ça a un impact sur la crise du logement parce qu'il y a des projets qui ne peuvent pas être construits étant donné qu'on n'a pas les capacités pour amener de l'eau à ces gens-là. C'est ce que conclut en tout cas une étude qui a été commandée par le groupe Tactique sur l'eau. C'est une alliance essentiellement qui regroupe des promoteurs immobiliers, des urbanistes, des entrepreneurs en construction, des firmes de génie conseil également, des experts qui recommandent maintenant donc l'installation de compteurs d'eau. Alors vous pourrez lire ça en une de la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal, on revient aussi sur Céline Dion, mais la moitié de la une du Journal de Montréal et du Journal de Québec est consacrée au départ de Michael Rousseau d'Air Canada. Un goodbye très payant. On parle d'une rente à vie de près de 800 000 $ par année, de millions de dollars aussi en actions de la compagnie. Le patron d'Air Canada, donc, qui ne partira pas les poches vides. On apprend que Michael Rousseau va toucher une rente viagère, donc, de plus de 760 000 $ par année jusqu'à sa mort. Et lui qui a empoché en 2025 13,1 millions de dollars en salaire. Donc, vous pourrez lire les détails de ça dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. En une du Devoir, on parle de construction, une initiative d'Ottawa sur le logement qui séduit peu le Québec. Ce sont des plans de conception prêts à être approuvés qui sont proposés par le fédéral, par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL. Donc, c'est en ligne. Il y a des trousses qui peuvent être téléchargées. Ça a été téléchargé plusieurs milliers de fois un peu partout au pays. Mais au Québec, on semble moins intéressé par cette initiative pour accélérer la construction. Essentiellement, ce que l'on fait, c'est qu'on donne ces trousses techniques qui sont accessibles aux promoteurs ou à des gens qui ont des projets de construction. Ce sont des logements un catalogue de conception de logements essentiellement qui vise à réduire la planification, le travail de conception également qu'on doit donner à des architectes ou encore à d'autres professionnels, donc pour accélérer le processus de construction. Pas très populaire au Québec, nous dit le Devoir de ce matin. En une du site de Radio-Canada, financement du transport collectif, Québec et Ottawa, toujours incapables de s'entendre. C'est mon collègue Olivier Lemieux qui nous en parle. C'est le Fonds pour le transport en commun du Canada qui va entrer en vigueur demain au pays. Et donc, dès le 1er avril, dès demain, les provinces vont se partager une enveloppe de 25 milliards de dollars pour des projets de transport collectif. Mais faute d'entente, le Québec est exclu de cette manne. Vous aurez les détails et les réactions dans l'article d'Olivier sur le site de Radio-Canada. Et je termine en vous parlant du Globe and Mail parce qu'on y apprend que les libéraux envisagent de proroger le Parlement s'il remporte les élections partielles. Il y a 3 élections partielles au pays, effectivement, qui sont prévues le 13 avril. C'est que le fait qu'on ait un gouvernement minoritaire en ce moment, les 3 élections partielles pourraient changer la donne et avoir à la Chambre des communes un gouvernement libéral majoritaire. Ça change la composition des comités qui sont déterminés par le nombre de sièges détenus par chaque parti à la Chambre des communes. Donc, prorogation éventuellement du Parlement si les élections sont remportées par les libéraux pour justement revoir la majorité de la composition de ces comités pour que ça bénéficie au gouvernement qui deviendrait majoritaire. En tout cas, c'est ce qu'avance le Global Mail de ce matin. C'en est à sa une.
Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, au Palais de justice de Montréal, aujourd'hui, décision attendue. La Cour supérieure qui doit rendre sa décision dans la cause que pose le producteur Gilbert Rozon à 9 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Les présumées victimes qui se sont qualifiées de courageuses réclament près de 14 millions de dollars à l'ancien grand patron de Juste pour rire. Donc, ça a été tout un procès civil qui s'est étiré sur plusieurs mois et donc la décision est attendue plus tard aujourd'hui. Oui, c'est 6 mois, Mathieu. C'est le délai qu'avait la juge pour rendre sa décision. C'est un procès, vous l'avez dit, qui s'est étiré sur plusieurs mois, qui a été pénible, ça a été difficile pour les plaignantes. On en a parlé dans les médias, il y a eu beaucoup de tensions. Donc, la juge, d'ailleurs, Chantal Tremblay, à la fin du procès civil, Mathieu, a qualifié le procès de long, d'exigeant et de complexe. Il y a eu plus de 60 jours d'audience et ça s'est étiré sur près de 10 mois. Il y a donc 9 femmes, vous l'avez dit, dont la réalisatrice Lynn Charlebois et la comédienne Patricia Tulane, là, qui allèguent que Gilbert Rozon les a agressées sexuellement sur une période couvrant 3 décennies, en fait, de 1980 à 2004. Les 9 femmes qui réclament à Gilbert Rozon, vous l'avez dit, 14 millions de dollars en dommages. Des allégations que rejette bien sûr Gilbert Rozon, qui a dit pendant le procès qu'il avait eu des relations sexuelles consentantes avec 3 des demanderesses, mais qui a nié toute forme de relation consentante ou non avec les autres femmes. Là. Bon, voilà donc pour ça. C'est quand même une décision qui risque de faire jurisprudence. Oui, c'est ce que croit l'avocat des demanderesses dans ce dossier-là. Dans son jugement, donc, la juge Chantal Tremblay qui doit déterminer qui, entre Gilbert Rozon et les 9 femmes, a présenté, Mathieu, les preuves les plus convaincante, la version la plus probable, déterminer dans le fond si Gilbert Rozon est un prédateur sexuel avec un modus operandi comme l'ont dépeint les 9 femmes qui sont venues témoigner à tour de rôle, ou encore est-ce un homme élégant comme l'ont dépeint ses proches, qui est victime de plusieurs femmes qui se sont unies contre lui. À la fin du procès, on peut le comprendre, les 9 femmes, les 9 présumées victimes de Gilbert Rozon se sont dites émues et heureuses d'avoir témoigné, que ce procès soit enfin terminé. Je vous invite à écouter ce qu'avait dit à l'époque là, la comédienne Patricia Tulane. Je suis surtout très fière d'être passée au travers, puis je trouve que on porte bien notre nom de courageuse. Alors, parce que ça a été très difficile, à bien des égards. Je suis très heureuse d'avoir parlé. Moi, je suis libérée. J'ai l'impression que j'ai fait ce que je devais faire. On écoute maintenant, ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est Gilbert Rozon qui, lui, a toujours clamé son innocence tout au long du procès. J'invite à écouter ce qu'il a dit à mes collègues journalistes. C'était en décembre dernier. On n'est pas dans du gros bon sens, là. 14 millions pour 3 femmes avec qui je reconnais avoir fait l'amour, qui, 45 ans plus tard, vient de dire « J'ai pas dit non, mais je l'ai pensé ». Alors, il faudra voir maintenant quelle sera la décision de la juge dans ce dossier-là. La décision, le jugement, en fait, qui devrait être rendu cet après-midi autour de 11 h. Cet avant-midi, oui, en fin d'avant-midi à 11 h. Ah oui, pardon. Parfait. Ouais. Alors, on va surveiller ça, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, notre première télé-vidéo en français. Eh bien, ce soir, pour vous, devant vos yeux, le rêve devient réalité. C'est ici, au 3518 boulevard Saint-Laurent, en plein cœur de Montréal, que toute l'équipe de Musique Plus s'affaire à réaliser... Oh, la naissance de Musique Plus, Julie Jasmine qui est de retour en studio. Une autre époque, oui. Et il y a un livre qui sort ces jours-ci, justement, sur... Bon, on pourrait parler des coulisses de Musique Plus, de Musique Plus, ce que les animateurs ont à raconter, ont à dire, des anecdotes. Et c'est quand même... ça fait quelques centaines de pages, cette histoire-là. 400 pages de bonheur, je dirais. Et non seulement les VJ, en fait, les personnalités connues, mais aussi les anciens employés. Donc, réalisateurs, caméramans, à quel point on les entend témoigner de cette époque, parce qu'en fait, c'est l'histoire télévisuelle québécoise qui s'est écrite à ce moment-là. On faisait les choses autrement et ça s'appelle La musique dans le sang, histoire orale de Musique Plus. Et c'est donc la journaliste pigiste Marie-Lise Rousseau qui a recueilli tous ces témoignages-là. Et on parle des débuts assez chaotiques et aussi jusqu'au dernier souffle, finalement, de la chaîne en 2019. Et à quel point, Mathieu, ça a contribué à l'écosystème culturel
québécois. Et souvenez-vous aussi, on brassait un peu les codes. On arrivait avec une télé qui n'était pas traditionnelle du tout. La Les caméra, images croches. Oui, on oui, se oui. souvient tous de ça. Puis vous parlez à une fille qui écoutait le combat des clips de J'ai façon écouté très, Musique très, Plus beaucoup. très assidue. Et il y a du crousti là-dedans, Mathieu. Oh là là. Sting a fait pleurer Sonia Benezra. On apprend aussi que Melissa Etheridge s'est déjà présentée au bureau de Musique Plus alors qu'elle n'était pas prévue à l'horaire et que Claude Rajotte, lui qui aimait être minutieux dans sa préparation, a préparé une entrevue en 2-3 minutes sur le coin d'une table. Bref, parmi les invités aussi, il y en a qui se sont endormis en pleine entrevue, il y en a qui étaient intoxiqués. Bref, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Et la plupart des choses, en fait, des informations qui ressortent, c'est à quel point c'était plaisant, que c'était agréable, que c'était amusant, mais que c'était pas payant de travailler. Ah non, hein? Bon. Mais pourtant, ça marchait très fort, Musique Plus. Il y a sûrement quelqu'un qui s'est mis de l'argent dans les poches quelque part. Enfin, oui, ça a marqué toute une génération. Oui. C'est mon cas, évidemment. J'ai grandi avec Musique Plus. Qui aurait cru à ce moment-là que ça n'existerait plus ou presque plus. Alors, ça sort aujourd'hui, le livre. OK. Les rockers britanniques Deep Purple sont attendus au pays cet été. Oui, c'est ça, exact. Ils étaient venus au Centre Bell il y a 2 ans. Donc, prochain rendez-vous, c'est à Laval. C'est le 17 août prochain. Il y a 6 villes canadiennes qui sont sur l'itinéraire. On parle d'Halifax, Ottawa, Winnipeg, Calgary et aussi Abbotsford en Colombie-Britannique. Et ce qui est intéressant avec Deep Purple, c'est que plusieurs des membres y sont depuis les années 70. Donc, tu sais, la géométrie n'a pas été aussi variable que plusieurs groupes de ces années-là. Alors, et ils ont entre 77 et 80 ans. Ce sont de bons vieux rockers. Oui, c'est ça, encore en forme. Alors, et les billets seront en vente le 10. En fait, oui, c'est ça, j'avais ça ici. Ce jeudi 10h, donc, il y aura un nouvel album cet été. On va se laisser avec Smoke on the Water, OK? Excellent! OK, bonne journée, Salut! Julie Jasmine, merci. Sur Smoke on the Water, Marie-Michel est de retour et arrive en studio avec nous pour ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Salut Marie-Michel. Bonjour, je vais reprendre mes réflexes, ça va aller. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, part bientôt pour la Chine. Oui, va y être jusqu'au 4 avril. Il va rencontrer des dirigeants, des chefs d'entreprise également. Le but de ce voyage-là, c'est de conclure des partenariats, d'attirer aussi des investissements au Canada dans cette optique là, du gouvernement Carney de diversifier l'économie. Sinon, les médecins spécialistes du Québec lèvent leur boycott du dossier santé numérique malgré leur désaccord avec le gouvernement. Ils refusent en fait d'être tenus responsables des retards de ce vaste projet de centralisation des données médicales des Québécois. Ça doit être à partir de mai, mais ça rencontre encore des problèmes. Et donc, pour maintenir ces moyens de pression, la Fédération menace de suspendre à nouveau l'enseignement. Et guerre au Moyen-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir d'urgence. Une rencontre demandée par la France après la mort de 3 casques bleus indonésiens dans le sud du Liban. 2 ont été tués par une explosion d'origine inconnue qui a détruit leur véhicule hier. C'est ce que nous dit la force intérimaire des Nations unies au Liban. Un autre dans des circonstances similaires dimanche. C'est dans ce contexte qu'aura lieu cette réunion. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines minutes. Bonne journée.